Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce cours de restructuration sur les premières vidéos. Est-ce que ceux du fond, vous êtes capables de lire ou est-ce que je dois augmenter un peu la police? On augmente un peu? Je pense que c'est ici. Voilà, ça devrait être mieux. Tout d'abord, je vais commencer par prendre les questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Ça peut être des questions sur n'importe quoi, l'organisation du cours, sur IntelliJ, sur Java, sur ce que vous avez vu. Si vous voulez qu'on approfondisse un sujet en particulier, on peut l'approfondir. Non? La séance de TP s'est bien passée avec les assistants? Oui? Ok, je vais supposer que tout va bien de ce côté-là. Moi, de mon côté, j'ai préparé quelques petits exercices que vous pouvez faire et qu'on peut faire ensemble, et puis je vais vous montrer les solutions après. Donc en fait, ce que j'aimerais bien faire en premier exercice, c'est un petit programme où je donne en argument au programme, à la méthode mail, quelque chose du style 2, 3, ce qui veut dire que je vais construire une matrice 2 fois 3, et puis après je vais donner la suite des éléments ligne par ligne. Donc par exemple, 1, 2, 3 pour la première ligne, 4, 5, 6. Et donc en sortie, je vais être capable d'afficher 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Vous voyez? Donc de créer le tableau comme ça. Alors, comment est-ce que je fais ça? Première étape. J'ai besoin d'une méthode main. Ok? Donc, j'écris ma méthode main. Et vous savez, dans IntelliJ, il est écrit pour moi. Je fais PSVM. Hop. Et j'ai ma méthode main qui est disponible. Voilà, elle est faite. Donc, à partir de ce moment-là, je suis vraiment dans l'exécution du programme et je peux afficher, par exemple, Hello World. Hein, vous savez ça. Donc, si je fais clic droit, maintenant que j'ai une méthode main, j'ai le petit run qui apparaît et je peux l'afficher, ça va s'afficher à la console, en dessous, ici. Alors, c'est pas ça que je veux faire, c'est je veux donner en argument. Donc, ce que je veux faire en donnant en argument, c'est ici que je veux le faire. C'est-à-dire que ici, je vais dans Edit Configuration et ici, il y a quelque chose qui s'appelle les arguments du programme. Et c'est là que je veux le donner en argument, mon entrée. De sorte que je ne doive pas le recompiler pour refaire le programme. Alors, comment est-ce que... Voilà, je fais OK. Comment est-ce que je vais récupérer ces arguments? Qui est-ce qui se souvient? Personne ne sait? Voilà, j'exécute. OK. En fait, ils vont s'afficher ici. OK. Si j'affiche ce tableau, je peux faire ceci. Voilà. Et là, vous allez voir que chaque élément du tableau args, qui est un tableau de string, contient mes nombres. Alors, il y a déjà une première difficulté. C'est que ce tableau-là, c'est un tableau de string. Moi, je veux récupérer, parce que Java est typé, un tableau d'entier. Donc, je dois convertir les strings en entiers. Qui connaît la documentation Java? Personne. La documentation Java, c'est le seul document que vous avez accès à l'examen. Vous avez accès à ce document-là. Donc c'est important de savoir bien l'utiliser. Et je tape Java API, Java 8 API. Voilà, je tombe ici sur un site internet avec toute la documentation Google. Voilà, la documentation Java. Voilà. Pour convertir un string vers un entier, je peux aller chercher dans la classe integer. Vous voyez, je vais la chercher. C'est par ordre alphabétique. Vous voyez, il y a vraiment plein de classes. Bon, je vais faire integer comme ça. Voilà, la voilà. Et là, vous avez une petite méthode qui s'appelle parseInt.
Alors, je la connais par cœur, mais c'est vraiment quelque chose qu'on utilise souvent. Mais vous voyez, il y en a d'autres, par exemple ici, prendre le maximum entre deux nombres. C'est dans la doc. Et puis, vous avez ici la description de ce qu'elle fait. Mais celle qui m'intéresse, c'est voilà, ça. Convertir, voilà, convertir le string en argument, et ça va me retourner un entier. Et vous voyez que c'est une méthode statique. Ça, c'est sa valeur de retour, et ça dit ce qu'elle fait. Alors, si vous cliquez dessus, vous avez plus d'informations, en fait. Okay, vous avez plus d'informations sur les formats qu'elle peut accepter, etc. Donc, c'est là que ça, je vais utiliser ça. Pourquoi je vais l'utiliser? Pour récupérer déjà le premier élément, 2 et 3, qui sont les dimensions de ma matrice. Donc, je vais mettre ça dans une variable n. Je vais faire args de 0, voilà, et je dois le convertir. Alors, comme c'est une méthode statique de la classe integer, je fais ça. Et voilà. Et là, ça va déjà bien se passer. Alors, vous pourriez être tenté de faire ça. Vous pourriez être tenté de faire plutôt que ça. Et là, c'est l'erreur à ne pas faire. D'ailleurs, Java ne va pas me permettre de faire ça. Vous pourriez être tenté de faire ça. Me dire, OK, il ne veut pas, je vais tenter un cast du string vers l'entier. Voilà. Ça, il ne va pas vouloir. OK? Le casting d'un string vers un entier n'existe pas. Donc, il le met en rouge, je ne peux pas faire ça. Je suis obligé d'utiliser ceci. Donc, parse int. Alors, j'ai besoin du nombre de lignes, mais j'ai aussi besoin du nombre de colonnes. Donc, je vais recopier la même opération, et je vais aller chercher celui à la deuxième entrée, voilà. Ensuite, je dois créer ma matrice. OK? Je vais l'appeler matrice. Alors, un tableau d'entier à 2 dimensions, ça, cette tête-là, la signature. Voilà, le type c'est ça, plutôt, c'est pas la signature, c'est le type. Et je fais new int, et là je peux donner n, m les dimensions. Par défaut, le tableau est initialisé avec des zéros partout. OK? Alors de nouveau, il y a un truc sympa pour afficher le contenu d'un tableau, c'est le toString. Voilà, le toString, c'est sympa. Erase, vous faites erase.toString, c'est sympa. C'est pour ça qu'il a fait un import. Vous voyez, il a importé la classe erase, comme ça je pouvais l'utiliser, il a importé lui-même. Donc ça, je vais le réutiliser. Et vous avez même un truc qui s'appelle deep2string pour quand vous avez une matrice à plusieurs dimensions. Donc vous faites par exemple ça, et puis vous faites erase.deep2string de la matrice. Et il va faire pour vous cet affichage très sympa de chaque ligne de la matrice. Voilà, regardez. Première ligne, puis deuxième ligne. Ça, c'est pas mal. Bon, après, je dois mettre des autres éléments dedans. Alors, pour mettre les autres éléments dedans, je vais utiliser une boucle for. OK? Je vais devoir itérer, je vais faire for. Voilà, hop, il écrit pour moi la boucle, vous voyez. Alors, si je pousse sur tabulation, directement, il n'y a plus qu'à mettre là. Alors, qu'est-ce que je mets comme truc là? Comme critère d'arrêt pour ma première boucle extérieure, je vais mettre n, très bien. Et pour la deuxième, donc de nouveau, voilà, il va l'écrire pour moi. Et ce qui est bien, c'est qu'il va, vous faites for i, il va m'écrire j. Donc il a déjà compris qu'il y avait un, hop, je mets enter, j. Deuxième critère d'arrêt, m. Et je vais remplir matrice, indice, ij. Et quelle valeur est-ce que je mets? Ah, ça, c'est plus compliqué. Parce que là, vous avez deux possibilités. Soit vous vous compliquez la vie et vous commencez à faire un calcul sur base de i sur base de j. Soit, et moi je préfère la solution simple, c'est je vais retenir ici, je vais mettre une petite variable indice, ou idx si vous voulez, idx pour indice, qui va démarrer à 0. Non, elle va démarrer à 2, ok, pour dire où j'en suis dans la lecture des arguments. Et à chaque fois que j'en aurai lu un, je vais faire simplement ça. Je vais faire, donc disons que là, ça, je dois le faire. Là, je vais faire idx++ par exemple.
ou bien vous faites, si vous préférez, si vous trouvez ça plus clair, vous faites plus égale 1, ou bien idx égale idx plus 1. Tout ça revient au même. Mais souvent en Java, on fait plus. C'est plus rapide à lire. Et là, je vais aller chercher dans args l'élément à l'indice idx. Okay, donc la première fois, je vais chercher le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, etc. jusqu'à la fin. Et comme je sais qu'il y en a le bon nombre, ok, il y en a n fois m à lire après les deux premiers, c'est bon. Et là, il faut bien sûr pas que j'oublie de faire mon parse pour convertir mon string en entier. Et voilà. On vérifie. Est-ce que tout ça marche bien? Et oui, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Si j'avais voulu faire une matrice, plutôt que faire une 2 fois 3, je voulais faire une 3 fois 2, je ne dois rien recompiler. J'inverse simplement là, je mets 3, 2, oh sorry, 2, oh sorry, 3 fois 2, on va y arriver. Je mets OK, j'exécute directement. Et ça marche aussi. Vous voyez l'intérêt des arguments? Donc ça, connaître les arguments comme ça pour les passer au programme via la méthode main, c'est quand même important. OK. Je voulais aussi vous parler un petit peu des références en Java et revenir sur cet aspect-là dont j'ai parlé dans les vidéos, parce que ça reste un aspect important. OK. C'est celui-ci. Je peux effacer le code? Oui. C'est un très compliqué. Si je crée un tableau d'entiers, par exemple un tableau où je donne directement les nombres, on va l'appeler tab, et directement je donne les nombres comme ça. Et puis je crée une petite méthode statique change, où je prends juste le tableau. Et je vais aller changer l'élément dans le tableau, je vais tous les mettre à 0. On va mettre, on va l'appeler reset. Ok, c'est plus sympa. Donc je vais faire reset, donc je vais faire for i, jusque quoi? Tab.length. Donc vous savez qu'il y a une variable d'instance dans un tableau, vous faites .length si vous avez la longueur du tableau. Et là, je vais faire tab de i égale 0. Voilà. Si j'appelle reset ici, et que ici, j'affiche le contenu de mon tableau, est-ce que je vois 1, 2, 3 ou est-ce que je vois 0, 0, 0? Qui dit je vois 0, 0, 0? Qui dit je vois 1, 2, 3? Ah, il y a un gamin qui voit 0, 0. Qui dit je vois 1, 2, 3? Qui dit je sais pas? Ah, normalement vous devez savoir aujourd'hui. Eh ben, on a rarement raison tout seul, sauf aujourd'hui, vous avez raison tout seul. Donc on va voir 0 partout. Pourquoi c'est le cas? Parce que, en fait, le tableau que je passe ici à ma méthode reset, déjà je vais peut-être exécuter juste pour être sûr que tout le monde est convaincu. Voilà, 0, 0, 0. Ok, maintenant on peut discuter. Tout le monde me fait confiance. Le tableau que je passe en argument, je passe une référence. Ok? La référence, elle est copiée. Elle est effectivement copiée vers mon tableau. Donc c'est un petit peu comme si j'avais dupliqué la flèche qui pointe vers le tableau. Mais le tableau, il n'existe qu'une seule fois en mémoire. C'est toujours le même tableau vers lequel on pointe. Ensuite, là, je vais réellement modifier les valeurs du tableau vers lesquelles je pointais. Là, je suis vraiment en train de modifier. Donc c'est vrai qu'après, ici, j'ai un autre pointeur vers le tableau, j'ai le pointeur d'origine, la référence d'origine. Il n'empêche que ce que j'affiche, c'est toujours le contenu du tableau. Ok? Donc, dit autrement, passer un tableau en argument à une méthode ne va pas cloner le tableau.
Ce n'est pas un nouveau tableau où on a dupliqué toutes les valeurs une par une que j'ai passées en argument. C'est le même tableau. Et c'est d'ailleurs très pratique parce que souvent, quand on doit faire des gros calculs, imaginez par exemple que ce tableau contenait tous les citoyens de Belgique, donc 11 millions d'entrées. Si j'avais dû dupliquer les 11 millions d'entrées pour aller récupérer ou faire un petit calcul à l'intérieur dans 2-3 entrées, ça aurait coûté très cher. Et en fait, je n'ai pas dû faire ça. Et la mémoire aurait consommé aussi beaucoup. Donc non, on n'a pas dû dupliquer à chaque fois qu'on a créé une méthode, on ne duplique pas la taille du tableau. On ne clone pas le tableau. Par contre, pour les types primitifs, pour les types primitifs, comme ceci, par exemple, on va l'appeler... Et donc là, ça devient un int, ce n'est plus un tableau. Et là, je dis a égale 0. Voilà. Je vais démarrer, je vais mettre 4 dedans, et là je fais reset. Alors, qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois 4 ou est-ce que je vois 0? Qui dit je vois 0? Qui dit je vois 4? Oui, cette fois-ci c'est juste. On va voir 4. Vérifie quand même. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, c'est vraiment pas un pointeur vers A qui a été passé, c'est vraiment A qui a été copié. Et ça, c'est parce que ça ne coûte rien en fait de copier une valeur d'un type primitif. C'est 32 bits de toute façon. Et donc, on va passer ça en argument. Donc, Java là n'a pas de raison d'aller vraiment chercher une référence vers l'objet A. Okay, c'est vraiment A qui est passé ici par copie, par valeur. Ici, il est passé par valeur à la méthode reset. Okay, donc, il faut vraiment faire la distinction entre les types primitifs qui sont passés en argument et les objets. Un tableau, c'est un objet. Les objets, eux, ce sont des références qu'on donne. Et donc, si on modifie l'objet vers lequel on pointe, on modifie bien l'objet d'origine. Donc ça, c'est important de rappeler quand même. Alors, je vous ai préparé... Oui, donc ça, c'était un exercice. Peut-être un autre exercice, parce que vous savez que l'objectif, c'est toujours que vous soyez aussi à l'aise à la fin de la semaine prochaine, semaine et demie prochaine, vous devez être aussi à l'aise en Java que ce que vous n'étiez en Python. C'est ça qu'on s'est fixé comme objectif avec mes collègues. Et donc pour ça, il faut faire des exercices sur les tableaux. Les premiers exercices qu'on vous demande sont souvent des exercices à l'examen, sont souvent des exercices sur des tableaux. Est-ce que vous avez regardé l'exercice de convolution? Est-ce que vous l'avez compris? Qui n'a pas compris l'exercice sur la convolution? C'est un exercice intéressant parce que c'est un exercice qu'on a posé à l'examen au mois d'août, l'exercice sur la convolution. Peut-être vous regardez ici, j'ai écrit la solution pour vous. Okay, donc la convolution sur une image, en fait, l'opération de convolution, c'est une opération qui est motivée par le traitement des images. Et c'est ça qu'on utilise, par exemple, pour reconnaître en deep learning, pour reconnaître des visages ou les formes sur des photos. On utilise un opérateur de convolution dans les premières couches d'un réseau de neurones. En fait, c'est simplement que ça va faire, si vous voulez, comme si vous voulez une petite opération sur des sous-ensembles de pixels. Et on va faire comme une fenêtre glissante et on va faire glisser la fenêtre petit à petit. Par exemple, avec la convolution, on peut dire je vais changer chaque pixel par la moyenne des 9 pixels autour. Et ça va rendre l'image un petit peu plus continue, plus floue, si vous voulez. On peut faire ça sur une image. Okay, et les pixels, comme vous savez, c'est représenté par des valeurs. Donc ici, c'est des entiers. Et l'opération de convolution, si on veut faire une moyenne, simplement, dans ce qu'on appelle le kernel, on va mettre des 1 partout. Alors ça va faire une opération vraiment de lissage, on va mettre des 1 partout. Mais on n'est pas obligé de mettre des 1 partout. On peut essayer de détecter, par exemple, des côtés ou des petites figures verticales, etc. Et dans ce cas-là, on ne va pas mettre des 1 partout, on va mettre des 1 seulement verticales ou horizontales. Enfin, peu importe, on peut mettre ce qu'on veut dans l'opérateur de convolution. Le fait est que je vais l'appliquer
de gauche à droite et de haut en bas sur ma matrice. Et à la fin, j'ai une nouvelle matrice, qui est le résultat du tableau initial sur lequel j'ai appliqué ma convolution. Ici, je donne un tableau 3 x 3. Donc si vous le décalez tout à gauche, tout à droite, votre tableau, vous voyez bien que vous allez créer maximum le nombre de lignes initialement, le nombre de colonnes initiales, moins 2. Donc le résultat de ma matrice finale, c'est N1 moins 2, M1 moins 2. Et puis mon opérateur de convolution pour remplir sur ce nouveau tableau l'entrée IJ, il est donné ici. Vous voyez que je fais une espèce de produit scalaire simplement entre les deux, entre le sous-tableau de départ et le kernel que je donne en arrivant. Alors c'est très simple en fait cet exercice, vous devez simplement commencer par créer le tableau dans les bonnes dimensions, et puis vous allez simplement appliquer la petite formule que vous avez ici, et directement lorsque vous voyez somme avec deux indices, dans votre tête vous traduisez boucle for, double boucle for. Vous voyez qu'ici, ça c'était le tableau de départ. Ça c'était le tableau de départ. J'ai un kernel 3 x 3. Et donc, comme j'ai deux lignes en moins, deux colonnes en moins, ça c'est le tableau final. Voilà, c'est pas surprenant. Il a seulement deux lignes, trois colonnes. Ok, vu que je travaille sur un kernel 3 x 3. Donc, ici, je crée. Voilà, je récupère les deux dimensions du tableau d'entrée parce que je ne les connais pas. N1, M1. Puis je crée le tableau de résultat. N1 moins 2, M1 moins 2, voilà les dimensions. N'oubliez pas que quand vous initialisez un tableau d'entier, vous avez des zéros partout. Okay, donc là, au départ, j'ai des zéros partout. Et puis, je vais commencer à remplir ce tableau. Donc, je fais double boucle for. Et puis là, j'ai le résultat de ma convolution. Et le résultat de la convolution, j'avais traduit ma double boucle for. Donc, c'était la petite formule que j'avais ici, du produit scalaire. Je la traduis en double boucle for, comme ça. Voilà, je fais ma petite multiplication, je l'ajoute au résultat. Et puis à la fin, mon entrée calculée, je la mets dans le tableau. Et c'est fini. C'est fini, pas tout à fait. Vous avez bien sûr les tests unitaires. Voilà. À l'examen, je donne toujours et on donne toujours des tests unitaires. Et c'est super important pour vous aider à débugger votre programme. Vous voyez qu'on a quelques tests unitaires où on a le résultat attendu. Voilà. Vous voyez que si ma convolution, j'avais mis des zéros partout dans le kernel, ben forcément, vu que je vais calculer un produit scalaire fenêtre par fenêtre, c'est comme je vais récupérer que des zéros. Vous voyez, ça, c'est par exemple, j'ai mis dans les tests unitaires. Donc vous avez à chaque fois dans les tests unitaires, vous avez la valeur attendue et le résultat effectif. Et si jamais ce n'est pas vrai, si ces assertions ne sont pas vraies, le test unitaire va mettre du rouge. Donc je l'exécute. Et vous voyez, voilà, trois tests. Il y a trois tests unitaires. Il y avait le premier, test 1, le premier, test 2, et le troisième, test 3. Et vous voyez que tout est vert, donc ça passe. Le mauvais réflexe des étudiants à l'examen, c'est d'exécuter les tests unitaires. Ça, ils le font bien, parce que sur Ingenious, ça va être les tests ici, plus des autres tests, que vous ne voyez pas. Par contre, on remarque que les étudiants ne vont pas nécessairement essayer de comprendre les tests. Or, les tests qu'on vous donne, c'est souvent, vous voyez, des tout petits exemples, comme ça, quoi, qu'on peut exécuter à la main. Donc, c'est vraiment des exemples sur lesquels vous pouvez raisonner avec une feuille de papier à côté de vous et qui peuvent vous aider à débugger. Et rien ne vous empêche, vous voyez, c'est très facile, de rajouter encore des tests unitaires en plus. Vous faites un copier-coller du précédent, vous modifiez un petit peu les entrées et vous pouvez en rajouter. Okay, si ce n'est pas suffisant. Donc voilà pour l'exercice de convolution. J'ai préparé encore peut-être un autre exercice. Je vais revenir là. Ouais, voilà. Un autre exercice. Un petit peu plus algorithmique celui-là. C'est des exercices typiques d'introduction à la programmation que vous pouvez voir. Je donne un tableau avec des entrées positives et négatives. Et le but est de trouver un sous-tableau tel que la somme des éléments dans le sous-tableau contigu est maximum. Est-ce que vous avez une idée de comment vous feriez ça? Non? Alors, je ne vais pas le faire dans une méthode ici, je peux le faire directement là. Donc, je démarre là, et je vais trouver le sous-tableau de somme maximum. Alors, on peut déjà essayer de trouver lequel c'est, quoi. Donc, là, vous voyez que vous avez moins 4, donc
Si je prends ici, c'est probablement là. 6 plus 7 plus 8 plus 9. À mon avis, c'est ça le sous-tableau maximum. Alors, comment est-ce que je trouve le sous-tableau maximum? À votre avis? Ben, ce que je peux faire, c'est tester tous les sous-tableaux, calculer leur somme, et à la fin, rapporter lequel était le somme maximum. Ça, c'est une solution très simple. C'est la solution qu'on va faire aujourd'hui. OK? Donc souvent, il y a une solution simple. C'est peut-être pas la plus efficace, mais je n'ai pas encore parlé d'efficacité. On en parlera dans 2 cours. Donc, pour le moment, on ne se tracasse pas de l'efficacité. On essaie de faire quelque chose de correct. Donc, tester tous les sous-tableaux. Comment est-ce que je fais? Ben, je vais faire une boucle for. Okay? Un sous-tableau est défini par les 2 indices. Donc, je peux dire un sous-tableau, ça démarre à i et ça termine à j. Donc, je peux faire a.length. Et puis là, je vais démarrer une autre boucle. Je la démarre à combien? Je la démarre à i. OK? Parce que ça ne sert à rien que j'inverse i et j. Je vais toujours m'arranger pour que j soit au moins plus grand que i, plus grand ou égal. Donc je vais la démarrer là. Et il faut que je me souvienne quel était le meilleur sous-tableau. OK? Quelle était la... Donc ici, je m'intéresse à la plus grande somme. Oui? Oui. Ah oui? Pourquoi? Je suis toujours ici maximum sur la taille du tableau. Normalement, c'est possible que je fasse des bugs, hein, mais là je pense que je ne vais pas dépasser. Alors, je vais ici me souvenir du meilleur tableau. Donc, je vais me souvenir du meilleur tableau. Donc, il faut que je me souvienne du meilleur tableau. Donc, dans ce cas-là, je vais par exemple dire int ibest, jbest, et la meilleure valeur, bah, ça peut être... Ah, qu'est-ce que je mets là, à votre avis? La meilleure somme, ben là, je peux mettre, à votre avis, vu que je veux maximiser, je peux prendre la plus petite des valeurs qui existent en Java. Et là, vous avez un truc sympa, c'est que Java vous donne la valeur minimum. Vous avez une constante dans la classe integer, voilà. Min value, c'est le plus petit nombre entier que vous puissiez trouver. Prenons celui-là. Prenons celui-là. Et ensuite, ben je vais faire ma somme, alors pour mon sous-tableau. Donc je vais faire, je démarre à 0, puis je vais faire for int, je change d'indice, k égale i jusqu'à k plus petit ou égal à j cette fois-ci, k plus plus. Et je vais faire somme plus égal à de k. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui peut se passer? Si jamais la somme de mon sous-tableau, donc là, ici, ce que je vais calculer, c'est somme a de i jusqu'à j, quoi. C'est toujours bien de mettre des commentaires pour bien raisonner sur son programme. Le but, c'est que je calcule somme de a jusqu'à j. Donc là, je sais déjà bien que normalement, ce que j'ai ici, ça, c'est la somme de ce sous-tableau-là. Alors, s'il est plus petit que le meilleur, s'il est plus grand que le meilleur que j'ai vu jusqu'à maintenant, la première fois, il sera forcément plus grand que celui-là, je pense, hein, parce que j'ai pris entre guillemets moins l'infini. Donc, moins l'infini, normalement, je suis sûr qu'il va trouver quelque chose de plus grand, en tout cas pour ces valeurs-là. Donc, je vérifie. Est plus grand que le best, alors je le remplace. Best égale ça. Voilà.
Et je ne dois pas oublier quelque chose d'autre. IBEST égale I, JBEST égale J. Et voilà. Alors après, ben, je peux afficher mon tableau, mon résultat. Et là, deux possibilités. Soit vous faites une boucle for et puis vous allez élément par élément, soit vous avez quelque chose qui permet directement de prendre un sous-tableau, je pense. Je vais aller voir dans ma classe Arrays. Voilà. Et là, est-ce qu'il n'y a pas un truc genre sub-range? À mon avis, là-dedans, vous avez quelque part une méthode qui vous permet de prendre un sous-tableau entre deux indices. Ok. Donc vous allez là-dedans. Sort. Donc, vous voyez, il y a des méthodes pour trier les tableaux, pour calculer des codes de hash. Ah, voilà, copy of range. Donc là, je vais aller prendre, je donne un tableau en argument, et puis il va les copier depuis cet indice-là jusqu'à cet indice-là, et il vous retourne un nouveau tableau, quoi. Donc c'est exactement ça que j'ai besoin. La question qu'on se pose, c'est est-ce que les deux indices qu'il me demandent sont inclus ou pas dans le tableau? Donc là, si je ne sais pas, je clique dessus, et là dans la doc, ils expliquent. Ah, vous voyez, inclusive, ça veut dire celui-là, l'indice est inclus. Par contre, celui-là n'est pas inclus, il est exclu. Ok? Donc quand je vais faire l'appel, je devrais faire bestj plus 1. On fait ça. Je verse arrays.toString et je vais prendre arrays. Copy of. Je prends le tableau de départ qui s'appelle A. Je vais démarrer à best I. Ça s'appelle IBEST. Et je vais aller jusqu'à JBEST plus 1. Ça marche pas ça. IBEST, JBEST. Ah, il me dit c'est possible qu'elle n'ait pas été initialisée. Ok, donc il se tracasse. C'est vrai que si jamais je ne suis pas passé ici dedans, elle n'a pas été initialisée. Donc il demande de l'initialiser. Donc je peux par exemple mettre 0. Là. Et là. Ah. Oui. Je vais le mettre là parce que je ne m'y retrouve plus dans mes parenthèses. Copy of. Est-ce que c'était copy of? Ah, copy of range, c'était. Voilà, donc je n'avais pas utilisé. Bon, vous voyez, IntelliJ est vraiment pratique pour ça. Il complète la liste des méthodes, je fais ça. Et là, j'ai à ma disposition, quand vous avez copy, vous voyez que j'ai toutes les méthodes ici. Et j'ai même leur documentation si j'utilise ma souris. Voilà. Et j'ai la signature des méthodes. Donc c'est copy of range. Et celui que je voulais utiliser, ben, c'était, on va dire celui-là. Voilà. Et puis après, j'affiche arrays.toString et j'affiche celui-là. On vérifie si ça fonctionne. Exécute. Ça fonctionne. Vous voyez? Il m'a trouvé le sous-tableau de taille maximum. Et ça, je ne m'y attendais pas. Je vous avais dit, je m'attends à voir 6, 7, 8, 9. Il a pris le 0 avec. Forcément, il a pris le 0 avec, vu que le 0 ne compte pas. Ok? Et que ici, j'ai pas mis est-ce que la somme est plus grande ou égale. Si j'avais mis plus grand ou égal, il aurait peut-être continué, il aurait pris l'autre. Parce qu'il y en a deux, il y a deux solutions équivalentes. Le 0, vu qu'il est neutre pour l'addition, je le prends pas, ça ne change rien. Et comme il est en fin de tableau, bah ici, ça change. Vous voyez? Regardez, par exemple, si je mets moins 1 ici,
il va plus être fort intéressé de le prendre, hein. Voilà. 6, 7, 8, 9. Et si je remplace le 9 par un moins 9, il va plus être fort intéressé de prendre le moins 9 non plus, j'espère. Voilà, ça fonctionne bien. Vous voyez un petit peu le genre d'exercice qu'on peut vous demander. Ça, c'est typiquement question numéro 1 à l'examen, c'est écrire un petit code qui fait ce genre de truc-là. Un petit peu plus difficile maintenant. Imaginez que le tableau est circulaire. Ça veut dire plutôt que d'avoir un début et une fin sur le tableau, je prends la fin, je prends le début et je fais un cercle avec mon tableau. Vous conceptualisez un petit peu le truc? Et là, je veux toujours trouver le sous-tableau contigu de taille maximum, mais j'imagine qu'il est circulaire. Bien sûr, dans mon implémentation, il n'est pas circulaire, il a un début et une fin, mais maintenant, je m'intéresse au circulaire. Ça veut dire que si je mets, par exemple, regardez, 100 ici et 1000 ici, et là, disons, moins 2, et là, moins 8, il va devoir aller me chercher 100, 1000. Et puis là, hop, il va vouloir arrêter. Vous voyez, parce qu'il a été cherché, il a été continué, comme ça. Est-ce que vous voyez comment je pourrais modifier mon code pour faire ça? Oui. Non. En fait, je pourrais, ici, vous voyez, là, je risque de m'arrêter trop tôt, en fait. Donc pour le i, c'est juste que je dois considérer tous les débuts possibles dans mon tableau. Okay. Mais pour le j, j'aimerais bien qu'il continue au-delà, qu'il fasse vraiment le tour de mon tableau. Donc je dois aller plus loin que a.length. Je dois aller jusqu'où? Oui? Oui, je peux faire modulo, mais je propose de le faire après. Donc je vais simplement laisser j aller trop loin. Ok, je vais aller plus loin. Et donc je vais faire par exemple plus i, vous voyez? Donc je démarre à i, et à la fin, je vais faire plus i. Donc tout à la fin, il peut valoir combien le j? Vous voyez, je le permets de retourner au moins de plus. Vu que je décale de i au départ, c'est normal que je lui permette d'aller encore faire plus i éléments. Ok, en plus. Donc, quand i vaut 0, ben, il va juste aller jusqu'à la fin, c'est correct. Vous voyez que quand i vaut 1, il va faire la longueur plus 1. Puis quand i vaut 2, il va faire, tu peux aller jusqu'à la longueur plus 2. Donc ça, c'est bien correct. Je vais bien tout considérer. Ok? Exécutons ça. Est-ce que vous pensez que c'est bon maintenant? Avec ça, je vais m'en sortir. Là, je fais la somme. K égale I, parce qu'il y a J, et puis je fais ça. Okay. Je l'exécute là-dessus. On regarde ce que ça donne. Je fais l'examen, là. J'espère que ça va aller. Je croise les doigts. Et boum! Grosse erreur classique qui arrive tout le temps. Aussi à l'examen. Ne pas paniquer. J'ai ce message un peu compliqué à comprendre la première fois. Exception dans la classe main. Array index out of bound exception. C'est la méthode, c'est l'exception la plus courante que vous allez rencontrer. Ça veut dire que vous avez été mettre un indice dans un tableau trop loin, en dehors des bornes. Soit il était négatif, par exemple, s'il serait pareil, ou soit il était trop grand par rapport à la taille du tableau. Donc ça, c'est ça que j'ai fait. Ce qui est génial, c'est qu'il me dit à quelle ligne c'était. Donc je clique ici sur la ligne et j'arrive. C'est là qu'il y a eu l'erreur. C'est là qu'il y a eu l'erreur. Que s'est-il passé?
Vous voyez d'ailleurs que vous avez en plus l'indice. Hein. Donc il dit, le tableau faisait une longueur de 9 et on a essayé d'aller mettre 9 dedans, chercher l'indice 9. Je suis une case trop loin dans mon tableau. Qu'est-ce qu'il faudrait que je change là? Ben, il faut que je change que... En fait, conceptuellement, c'est un petit peu comme si j'avais mon tableau de départ et puis j'avais rajouté le même tableau à la fin. C'est ça que j'aimerais bien faire. 2 fois, quoi. J'ai mon tableau et je le rajoute à la fin. Dans ce cas-là, j'aurais plus de problème. J'aurais pu faire ça. Mais comme j'ai pas... C'est une solution tout à fait faisable. Vous pouvez faire ça à l'examen, dans ce genre de questions. Tableau circulaire, vous dupliquez le tableau, vous le mettez à la fin. Ici, c'est pas ça que j'ai fait. J'ai décidé de ne pas le dupliquer et donc je vais devoir, lorsque j'arrive à la fin, revenir au début. Alors, c'est une opération très pratique que vous avez, c'est l'opérateur modulo, que j'ai entendu que quelqu'un m'a dit. Là. Vous mettez ici modulo. Modulo quoi? Modulo, ça veut dire le reste de la division entière. Donc, tout le monde sait ce que ça veut dire. 9 modulo 3, ça fait 0, parce que c'est divisible. Par contre, 10 modulo 3, ça va faire 1. Okay, donc c'est exactement ça que je veux. C'est revenir au début du tableau. Et donc je dois faire modulo la taille du tableau et je reviens au début. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Modulo a.length. Comme ça, je suis sûr que je reviens au début. Voilà, ça va bien fonctionner. Le petit problème, c'est que mon J pourrait maintenant être trop grand aussi, parce qu'il pourrait être passé de l'autre côté, le J. Ouais. Donc le J que je vais enregistrer est peut-être passé de l'autre côté. Donc lorsque je vais faire mon copy of range, c'est plus vraiment bon. Ok. Je suis un peu embêté. Donc là, ce que je peux faire, c'est regarder, je peux faire des cas particuliers entre I et J, sachant que si J est plus petit que I, je suis passé de l'autre côté. En tous les cas, je ne peux plus utiliser cette méthode copy of range. Ok. Elle marchera seulement si jamais I était bien plus petit que J. Donc là, je ne vais pas le faire là, je vais simplement afficher, je vais faire for I plus petit que J, best, I best, je vais aller jusqu'à J best. Et là, je vais afficher A2I. Voilà, et je ne dois pas oublier de faire mon modulo aussi ici. Et là, je vais afficher... Alors, println, ça affiche la ligne, et puis ça fait un retour à la ligne. Si je vire le ln, je vais faire print. Ça va rester sur la même ligne. Et là, je peux vraiment faire plus pour séparer par des virgules, par exemple. On teste le code. Marche pas. Ah, 6, 7, ah ben voilà, j'avais pas prévu. 6, 7, moins 8, 100 000, c'est le mieux. Donc 6, 7, moins 8, 100 000. Donc là, il est intéressé par ça. Donc là, si je mets moins 70, peut-être que ça va moins l'intéresser. Okay, et là, il va vraiment passer de l'autre côté, quoi. Il va juste prendre les deux derniers. Hop, il a pris juste les deux derniers. Vous voyez, il a bien été là et il a continué ici. Donc ça fonctionne. Voilà. Et en bonus pour vous, pour aujourd'hui, je vous ai préparé un petit exercice un petit peu plus compliqué encore, aussi un petit peu algorithmique. C'est le test de palindrome. Donc vous savez ce que c'est un nombre palindrome? Ouais. C'est un nombre symétrique. Donc si je fais 1, 2, 3, 2, 1, voilà comme ça. Ça c'est un nombre palindrome. Okay, parce que si vous lisez de gauche à droite ou de droite à gauche, vous avez le même nombre. Alors, comment est-ce qu'on fait pour récupérer ce nombre?
pour l'inverser. Okay? Ce qui compte, c'est qu'un algorithme que je pourrais faire, c'est je prends le nombre, qui est un int, je le retourne. Si jamais ils sont égaux, j'ai un palindrome. Vous voyez un petit peu la stratégie? Alors, comment est-ce que je fais pour retourner mon nombre? Je vais écrire... ouais. Nombre. Est-ce que vous avez une idée de comment je peux retourner ce nombre? Mais en fait, petit à petit, je vais d'abord prendre le dernier élément. Donc, on va prendre un nombre qui n'est pas palindrome pour le retourner, ce sera plus facile pour raisonner. Je vais prendre le nombre 1, 2, 3, 4 par exemple. Donc si je veux le retourner, la formule que je vais devoir faire, ça va être 4 fois 1000 plus 3 fois 100 plus 2 fois 10 plus 1. Ok? Si je suis capable de faire un algorithme qui fait ça, j'ai retourné mon nombre. Ok? Donc c'est ça l'idée. Puis après, je vais vérifier si c'est bien les mêmes. Et puis le palindrome, je vais faire is palindrome nombre égale le nombre retourné. Par exemple, je peux faire ça. La question, c'est comment est-ce que je fais ceci? C'est pas tellement compliqué. Je vais petit à petit détruire mon nombre. Je vais petit à petit le détruire et je vais à chaque fois le diviser en 10. Avec une division entière. Parce que si je le divise en 10, petit à petit, donc si je divise ceci par voilà, en 10, voilà, je vais isoler. Ou si je prends, si je prends modulo 10, ouais, si je prends modulo 10, je récupère le 4. Ok? En modulo 10, je récupère le 4. Et puis si je le divise par 10, je peux récupérer 1, 2, 3. On le fait? On va le faire. Donc je vais prendre un nombre petit à petit que je vais détruire, je vais le stocker dans une variable temporaire. Voilà. Et tant que la variable temporaire est différente de 0, je sais que je peux continuer. Alors, je prends ma variable temporaire, je fais modulo 10, et j'obtiens la dernière valeur temporaire. Donc d'abord, je vais obtenir, vous voyez ici, le fameux 4. Okay, je vais obtenir le fameux 4. Alors là, je vais avoir le résultat. Le résultat, initialement, c'est 0. Et je vais mettre dans le résultat, je vais prendre je vais prendre TMP fois 10. Donc, qu'est-ce que je dois prendre la première fois? Voilà. J'ai mis ma solution ici. Je prends V et je multiplie par combien? Je multiplie par quoi? À votre avis? Je vais prendre mon résultat, je vais faire fois 10 plus V. Okay. S égale S fois 10 plus V. Et puis après, ce que je dois faire, c'est que je dois prendre ma variable temporaire et faire
la diviser en 10. Voilà. Donc la première fois que je vais passer, je prends modulo 10. Je récupère 4. Voilà. On peut peut-être utiliser le débugger, comme ça on voit ce qui se passe. Donc je récupère 4. Puis je fais x10. Le résultat x10. Oui, mais au début c'était 0. Donc je vais faire, res va contenir 4. Ok? Je divise en 10. Je divise en 10. La deuxième fois que je passe, je vais récupérer, maintenant mon nombre contient 123. Puis je récupère 3, ici. Le 3 va être ajouté ici, mais j'ai préalablement multiplié par 10. Donc là, j'ai, après ça, 43. Ok, à la deuxième itération, j'ai 43. Et puis je fais le divisé en 10, et maintenant je n'ai plus que 1, 2. Je récupère le 2, j'ai mon 43 que je multiplie par 10, donc j'ai donc 430, auquel j'ajoute le 2. Et vous voyez que petit à petit, je suis en train d'inverser. Donc je vous propose de mettre ici un petit breakpoint, parce que c'est vraiment le genre de code qui n'est pas simple à débugger. Okay, un petit breakpoint. Et on va petit à petit voir ce qui se passe au niveau de ma variable résultat. Okay, donc là, pour exécuter mon débugger, je pousse ici, plutôt que là. Vous voyez, je clique ici. Voilà, je clique là. Et comme ça, il va vraiment s'interrompre et je vais pouvoir visualiser. Oula. Il a tout craché, on dirait. Ah non, 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 non. J'ai poussé sur le mauvais truc, là. J'ai poussé sur un truc qui testait les performances, donc c'est pas du tout ça. C'est la petite ici, c'est la petite coccinelle que vous devez utiliser. Voilà. Et c'est parti. Donc première fois, il contient tout. OK? Et mon résultat contient 0. Je peux exécuter une ligne de plus, donc je vais par exemple prendre ceci. Voilà ça. Et maintenant, vous voyez, j'ai 4 comme résultat. Donc c'est ça que je voulais, c'est 4. Et donc en fait, ce que je peux mettre comme commentaire, c'est que le résultat contient le nombre inversé des dernières décimales que j'ai déjà considérées. Donc si j'ai bouclé 2 fois, j'ai inversé les 2 dernières. Donc la première fois, ben, c'est normal, 4 inversé, c'est juste 4. La deuxième fois, je vais avoir inversé 3 et 4. Donc je vais avoir 43. On fait ça pour continuer. On dit par exemple au débugger, ben, continue, donc il va repasser, il va faire toute la boucle. Et vous voyez que la deuxième fois, si je fais ça, j'ai bien 43. Vous voyez l'idée? Je continue. Je fais step là. Et j'ai 432. Donc 432. OK. Et puis, dernière fois. Voilà. Je fais step. Et j'ai bien 4, 3, 2, 1. Donc je l'ai inversé. Ça fonctionne. Et on va vérifier qu'il s'arrête quand même. OK, il a fini. Donc là, il est arrivé à 0, il a complètement inversé. Donc c'est pas mal, petit programme qui n'est pas simple, pas simple du tout à écrire. Et pour tester si c'est un palindrome, on peut regarder. Donc on fait is palindrome. Voilà, j'affiche. Et là, je peux mettre palindrome. Donc, si je prends un autre nombre, comme on avait dit, par exemple, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, je fais ça, je le retourne, je fais égal, égal, il va me dire si c'est un palindrome ou pas. Ah, il me dit non. Ah, mais oui, mais vous savez pourquoi? Parce que j'ai pas mis d'en retourner, à la fin d'en retourner, je dois mettre quoi? Je dois mettre mon nombre résultat. Voilà, c'était pas du tout celui-là. C'est celui-là. Ok, donc j'ai mon nombre de départ, j'ai le retourné, je le teste, et là normalement je vérifie si mon nombre est un palindrome. Ouais, true. Si j'ai la bonne idée de modifier ça et de mettre un 5 à la place, normalement,
Là, il va me mettre... Non, c'est plus un palindrome. OK? Donc, des petits exercices comme ça, vous pouvez en trouver tant que vous voulez sur Ingenious. Et il y en aura encore, il y en a beaucoup disponibles sur Internet. Vous pouvez même en imaginer vous-même. Ce qu'on vous demande vraiment à l'issue de cette semaine, c'est d'être familier avec la création des tableaux 1D, 2D, faire des petits algorithmes simples de ce type-là sur les tableaux. Si vous êtes familier avec ça, si vous y arrivez bien, bah, c'est bon pour la suite. Donc la semaine prochaine, on fait une séance, la même chose, mais on va encore un petit cran plus loin par rapport au concept que vous allez regarder sur la vidéo de cette semaine.